Chers auditeurs de Radio Courtoisie, et plus particulièrement ceux du Libre Journal de la Défense, Axel Egnel et moi formons pour vous et pour ceux qui vous sont chers des vœux de bonnes et heureuses années. Force, courage, santé tout au long des jours, voilà ce dont nous avons bien besoin en ces temps de profonds bouleversements et d'inquiétude, voire d'anxiété. Alors une année où nous allons un petit peu innover en présentant rapidement, avant notre émission proprement dite, une recension de quelques livres que nous avons appréciés, envoyés par les éditeurs, que je remercie, dont l'objet peut parfois sembler un peu décalé par rapport à l'intitulé de notre émission. Mais au fond, qu'est-ce que serait la défense si l'on en oubliait le pourquoi, le quoi défendre ? Et c'est ainsi, chers auditeurs, que j'appelle votre attention sur 3 ouvrages récemment publiés, dont 2 d'une très remarquable maison d'édition, les éditions Conférences. J'appelle donc votre attention sur les poèmes de la brume, d'un poète aujourd'hui méconnu ou presque inconnu, André Suarez, décédé il y a presque 80 ans, en 1948. Et les éditions Conférences publient ces poèmes de la brume, ou leader de Bretagne, 1898-1900. C'est une vision fantasmée, magnifique de la Bretagne par un poète méditerranéen, mais qui se languissait des brumes celtiques. Et puis, ce même éditeur publie aussi de l'historien de la philosophie italien Augusto Del Noce, une analyse de la déraison, ces 70 articles ou publications de ce grand philosophe qui vous sont présentés dans un gros ouvrage de 700 pages avec une critique aiguë de la modernité, critique développée à partir des faits d'actualité, notamment de la politique intérieure italienne, mais pas que. Et puis enfin, peut-être plus dans le scope de notre émission, une magnifique petite histoire de l'armée française, une histoire illustrée. L'illustration est d'un aumônier militaire, le texte est d'un officier d'active. C'est les éditions Pierre de Taillac qui nous offrent cet ouvrage que l'on peut mettre dans les mains de nos jeunes enfants et qui leur font découvrir à la fois l'héroïsme, le courage, mais aussi la tragédie rencontrée par les soldats français au long des siècles. Donc, ouvrage magnifique. 3 ouvrages que je vous recommande. Mais nous avons le plaisir de retrouver Taline Terminacian. Bonjour Taline. Bonjour. Que nous avions reçu il y a plus d'1 an, le 6 novembre 2023, pour évoquer son livre « Le Grand Jeu ». Mais aujourd'hui, nous allons évoquer de nouveau la question arménienne sous 2 angles, un angle historique, le retour de cette question au début des années 80, et puis nous ferons un point d'actualité sur la question arménienne, puisque, grande voyageuse, vous revenez d'Arménie, et donc vous pourrez, avec un regard aigu de l'historienne, mais aussi de celle qui est préoccupée de l'actualité de l'Arménie, nous parler de ce qui se passe aujourd'hui en Arménie. Je vais faire au mieux, oui. Alors, pour cette première partie, je laisse la parole à Axel. Oui, bonjour Philippe, bonjour madame. Donc un petit rappel pour vous présenter, vous êtes historienne, agrégée, docteur en histoire de l'Institut d'études politiques de Paris et spécialiste des mondes russes et caucasiens, et en particulier, comme vient de le dire Philippe, de l'Arménie. Vous êtes professeur à l'INALCO, membre institutionnel du Centre de recherche Europe. Vous enseignez entre autres l'histoire du Caucase et l'évolution de la question des nationalités pendant la période soviétique. Vous avez publié plusieurs livres et de nombreux articles ayant trait à l'ancienne Union soviétique et au Caucase. Et comme l'a rappelé Philippe, en novembre 2023, nous vous avions accueilli pour votre passionnant livre sur l'échiquier du grand jeu, agents secrets et aventuriers, aux éditions du Nouveau Monde. Voilà, aujourd'hui nous vous recevons à l'occasion de la sortie d'un livre dont vous avez écrit la préface, Anaïde, chronique d'une voix libre, aux éditions Thaddée. Pouvez-vous nous présenter ce livre et en particulier l'auteur que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit d'Anaïde Terminacian, votre mère ?
Oui, alors c'est un livre dans lequel pour lequel j'ai dû, comment dire? Enfin m'armer d'une sorte hem, d'une sorte de carapace en quelque sorte puisque, il a fallu que j'assume cette fois-ci de manière, directe et absolument sans sans aucun, sans aucune protection, le fait que je ne suis pas née, je ne suis pas née par hasard, je suis bien la fille d'une universitaire, qui donc, était, comme elle le disait elle-même, une modeste, maître de conférences, à l'université Paris 1 Sorbonne, qui donc a été, dans le courant des années 70-80 ce qu'on appelait, déjà sans doute à l'époque une historienne engagée et qui, donc, décédée en 2019, m'a, en quelque sorte légué à moi puisque au sein de notre fratrie, je suis la seule à être devenue à mon tour historienne, donc m'a, légué, directement et indirectement, et bien tout un héritage, intellectuel que vous devinez être, des, rangées de livres de bibliothèque et surtout une masse de dossiers considérables qui étaient et qui sont d'ailleurs toujours ses archives personnelles, les cours évidemment innombrables, les notes de cours innombrables qu'elle a pu, professer au cours de son existence et puis, un certain nombre de travaux personnels qu'elle n'a jamais véritablement d'ailleurs pu faire aboutir sous une forme, académique normée. Heu, Ma mère disait toujours qu'elle n'avait pas, eu le temps, enfin en tout cas pas le loisir de préparer la fameuse thèse, mais disons comme elle a, évolué dans, une université française post-68 art qui était beaucoup plus libre que l'institution, de l'institution actuelle, eh bien, bon, elle s'est en quelque sorte, fabriqué un parcours et dans ce parcours, il y a, sa participation à une radio qu'on appelait une radio libre au début des années 80 et donc, l'origine de ce livre, c'est tout simplement un dossier, que j'ai trouvé lors du déménagement, un dossier qui étonnamment était de sa part était, extraordinairement, complet, et qui étaient, les traces manuscrites, d'émissions, plus exact enfin d'émissions, de chroniques, de revues de presse qu'elle faisait au micro d'une radio dite libre en 1980-1982 qui était donc Radio Forum. Hem et qui donc offre, selon moi, une vision particulièrement, originale et complète de ce que fut la question arménienne au début des années 80. Voilà, je ne sais pas si je l'ai expliqué de façon correcte, mais, en tout cas, comme ce dossier était complet, très lisible, en tout cas pour moi qui suis sa fille et qui connais extrêmement bien son écriture manuscrite et surtout sa manière de procéder par collage et cetera, le travail m'a paru facile. Puisque à première vue, il ne s'agissait que de retranscrire, hein, ces chroniques les unes après les autres, qui se déroulent donc, dans l'espace de même pas tout à fait 2 années. Bon, en réalité, le travail n'était pas si facile parce qu'il ne s'agissait pas simplement de recopier les chroniques, il s'agissait aussi de les éditer, c'est-à-dire donc, de faire des appels de notes de bas de page, d'éclairer, partout où cela était nécessaire et ça arrive très souvent, bah, d'éclairer, le rôle de telle ou telle personnalité, de l'emploi de tel ou tel acronyme et cetera. Enfin, tout ce que suppose le travail d'édition qui est aussi un travail de contextualisation. Donc voilà comment est né ce livre. J'y ai ajouté une préface que je pense être l'un des textes les plus personnels que j'ai jamais écrits, suivi d'une autre préface, d'un Une postface. historien de la radio. Oui. Non, alors il y a une postface, mais il y a Oui. 2 préfaces. La 2e Ah oui. préface, Celle de Thierry c'est celle Lefebvre, qui Oui. est un historien de la radio. voilà. Et qui je pense, bon, au micro de votre radio aujourd'hui vous intéressera. Donc Thierry Lefebvre est un historien de la radio effectivement
et de l'histoire de la modulation de fréquence, auquel j'ai fait appel pour ce travail, et avec qui j'ai fait connaissance à cette occasion, et qui donc m'a économisé en fait le travail que j'aurais dû accomplir dans les archives pour aller aux origines de cette fameuse radioforum, et puis suivi enfin d'une postface, qui est la postface de Valoujan de Jean-Jacques Avédition, qui est l'éditeur du livre, Oui. des éditions Thaddée à Marseille, et qui lui rappelle aussi de façon très personnelle et originale son témoignage sur ce que fut l'expérience de Radioforum de la part d'une génération beaucoup plus jeune et d'un autre bord politique que celui auquel appartenait ma mère. Voilà. Comment je peux expliquer à grands traits, mais je suppose qu'on va... Voilà, on va creuser un petit peu plus dans le fond. Oui, parce que finalement, toutes ces chroniques, ces chroniques que vous évoquez, s'inscrivent également dans le cadre de l'irruption du phénomène des radios libres. Bien sûr, oui. Puisque si c'est à partir de 1981 que les radios libres ont pu exister, il faut savoir que jusqu'à cette époque-là, eh bien, les radios étaient essentiellement institutionnelles, donc tournées autour de France Inter, France Culture, Europe 1, RTL, RMC pour les gens au Sud, mais qu'à partir de 81, donc les radios libres ont explosé. Certaines existaient même déjà avant. On les appelait les radios pirates. Ce qu'on appelait les radios pirates, voilà. Et c'est dans ce cadre-là que votre votre mère a eu l'occasion de faire ses chroniques au sein de la Radio Forum. C'est ça. Donc cette radioforum, dont, si je me souviens bien, Thierry Lefebvre a expliqué qu'elle existait, je crois, déjà à titre de radio pirate avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Ça, je ne suis plus très au point là-dessus. Mais en tout cas, l'arrivée de ma mère au micro de Radioforum, si on peut dire ça, et bon, j'ai des souvenirs également très personnels sur ce sujet, correspond à un moment où, effectivement, certains... parti politique de la diaspora arménienne, le parti Dashnak, pour ne pas le nommer, s'est convaincu de la nécessité d'inscrire dans le champ de l'Hexagone, et en particulier dans le paysage de ces radios libérées, bien de ces radios libres, enfin, ou de ces ondes libérées plus exactement, et bien d'occuper un créneau qui puisse parler de la question arménienne telle qu'elle se présentait à cette époque-là, et telle qu'elle était déjà suffisamment publicisée, entre guillemets, par l'irruption du terrorisme arménien à partir de 1975, et qui donc a commencé par la force des choses à attirer l'attention du public français sur cette cause qu'il ne connaissait guère auparavant. Et donc il y a cet élément contextuel-là, et d'autre part, donc la volonté des promoteurs enfin, c'était pas une radio entièrement arménienne, vous l'imaginez bien, donc c'était un programme arménien au sein d'une radio qui en fait hébergeait plusieurs communautés. Je me souviens qu'il était beaucoup question de Radio Beurre, aussi au micro de Radio Forum, et donc qui s'inscrit aussi dans un autre phénomène qui sont les débuts au moment avec l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, qui sont les débuts finalement du communautarisme français. Bon. Et donc, le créneau de Radio Forum, le créneau arménien, s'inscrit également dans ce contexte-là, selon moi. Alors, il y a quelque chose qui, justement, dans la préface de M. Lefebvre est intéressante, c'est qu'il évoque deux lignes différentes dans la communauté arménienne, et on verra que ces deux lignes sont tout à fait intéressantes à évoquer à partir du moment où on évoque le terrorisme aussi. C'est que il y a le parti Dashnak, sur lequel je souhaiterais que vous nous disiez quelques mots, et puis une ligne, alors je ne sais pas si le terme est bon, mais plus dure, du mouvement national arménien, et puis de l'armée secrète arménienne de libération. Alors comment ces courants, est-ce que ces deux courants vont trouver place dans cette radio, alors que votre mère, elle, est proche de la mouvance
Dachnak. Alors, la mouvance Alors, Dachnak, c'est le vieux parti révolutionnaire fondé à la fin du 19e siècle au Caucase, enfin, et qui donc a accompagné, si vous voulez, toute l'histoire contemporaine des Arméniens et qui représente donc une option politique très reconnaissable, à la fois révolutionnaire, nationale, socialiste sans le marxisme. Enfin bon, ça fait référence, si vous voulez, à toute une histoire des courants révolutionnaires issus en réalité de l'Empire russe dans le courant du 19e siècle. Donc même en 1980, c'est effectivement un vieux parti qui représente sociologiquement une catégorie bien particulière de la communauté arménienne en France et des communautés arméniennes à travers le monde. Bon, c'est un vieux parti, mais un vieux parti mondial et mondialisé qui étend ses réseaux à travers les différents pôles de la communauté, de la diaspora arménienne, qui est une diaspora mondiale à cette époque. Alors, quelle était la question? Comment la question, comment caractériser Dachnak d'un côté, de l'autre le mouvement national arménien, et puis comment va s'opérer ou pas la cohabitation l'espace de ces quelques mois. Il n'y a précisément pas de cohabitation. Alors le MNA lui-même, bon, je ne me souviens plus très bien des différentes périodes de constitution de ces mouvements, mais enfin, il y a d'abord un fossé générationnel qui sépare les deux mouvances. Et disons, globalement, dans l'esprit des années 70-80, le parti Dachnak est traité d'être le parti des vieux, entre guillemets, même si évidemment tous ne sont pas vieux, même s'il y avait bien sûr des militants très jeunes dans les clubs du parti à Beyrouth et ailleurs, qui, comme vous le savez, était aussi un autre élément contextuel très explosif à cette époque. Donc il y a un fossé qui est soi-disant générationnel et qui mais réellement aussi, enfin, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais enfin qui est issu de cette mouvance, on va dire post-68, même si là encore il faudrait ajouter beaucoup de nuances. Les courants MNA, pro-Assala, etc., se voulaient appartenir proclamaient leur appartenance à une sorte de mouvance qu'on appellerait l'ultra-gauche aujourd'hui, mais enfin bon, ils étaient plutôt issus d'une certaine extrême gauche, bon. Et donc ne s'identifiait évidemment pas à la ligne des vieux entre guillemets réactionnaires Dachnak. Donc il y avait là une différence de philosophie essentielle, et donc des dissensions qui séparaient cette communauté arménienne à cette époque, et ceci de manière très violente, les uns et les autres, s'accusant d'instrumentalisations diverses, dont vous savez d'ailleurs peut-être mieux que moi les tenants et les aboutissants, de la part soit de puissances étrangères, soit même de certains services au sein de l'Hexagone. Voilà, justement, donc, pour revenir sur ce livre, c'est les chroniques. Ces chroniques qui sont reprises dans ce livre s'inscrivent dans un cadre espace-temps qu'on a appelé la décennie du terrorisme arménien. Oui. Voilà, alors les plus anciens auditeurs se souviendront de l'Azala, armée secrète de libération de l'Arménie, et des attentats perpétrés entre autres par cette organisation. Pouvez-vous nous dire en quelques minutes pourquoi et comment, dans les années 70, cette question arménienne est revenue sur le devant de la scène, ou est venue sur le devant de la scène en France? Alors attendez, pourquoi et comment elle revient précisément par l'emploi de l'action violente qui commence en 1975. Oui. Alors pourquoi? Parce que les Arméniens avaient à juste titre la sensation d'avoir été totalement oubliés, victimes du premier génocide du XXe siècle. Il n'en était pas fait grand cas sur la scène internationale. La question arménienne telle qu'elle se posait, telle que ma mère d'ailleurs a commencé à l'écrire dans un célèbre article publié dans la revue Esprit en 1967, n'était pas connue.
n'était pas connu du public français, ni même du public mondial, et donc méritait d'être posée. Et au milieu donc elle avait écrit cet article en 1967, et au milieu des années 70, en 1975, donc le premier attentat contre les diplomates turcs commence, et tout à coup, la question arménienne a connu ce qu'elle appelait de ses voeux en 1967, c'est-à-dire une actualisation. Bon, la question arménienne, tout à coup, s'actualise, et elle s'actualise par la publicité, au sens premier du terme, qui est accordée à des actes violents, des assassinats de diplomates turcs qui interviennent dans différents coins de la planète, en particulier en France, aux États-Unis et ailleurs. Donc dès lors, le choix de l'action violente a été fait par les différents segments de cette diaspora arménienne que nous avons identifiée tout à l'heure. Un choix payant, en l'occurrence, puisque la question arménienne est bien venue sur le devant de la scène, alors que, comme vous disiez, elle était... Écoutez, c'est vous qui le dites, oui, effectivement. Le choix de ce terrorisme que Gérard Chaliand appelait le terrorisme publicitaire. Alors après, il y avait évidemment les différents moyens de faire cette publicité, c'est-à-dire de faire rentrer le champ de la question arménienne dans le champ du discours public. Donc on va pas tourner autour du pot, mais enfin disons les actions violentes qui se réclamaient d'un groupe terroriste qui s'appelait le Commando des justiciers du génocide arménien étaient plutôt d'affiliation Tachnak, et se faisaient les avocats d'une action violente ciblée. Contre les représentants de la puissance, la Turquie, qui avait été l'héritière du gouvernement jeune turc génocidaire. Donc, pour le coup, le commando des justiciers du génocide arménien n'attaquait d'une manière ou d'une autre, que les représentants de cette diplomatie turque, tandis que la Sala et les différents groupes qui en sont issus, qui étaient plutôt en lien, enfin tous avaient des liens avec le Liban et avec Beyrouth, parce qu'il faut rappeler que la guerre civile libanaise était en plein, battait son plein pendant ce temps-là. Mais enfin, ceux-là étaient plutôt en lien avec les mouvements de l'extrême gauche palestinienne, avec les camps d'entraînement dans la plaine de la Bekaa, etc. Et donc, eux... qui ont donc eu probablement des relations avec les différentes fractions de ces différents courants de l'extrême gauche et encore plus à gauche des mouvements palestiniens, étaient plutôt axés sur le terrorisme dit aveugle. C'était ça la taxonomie, la typologie des attentats terroristes, et donc le terrorisme aveugle qui consistait à faire aussi des actions très spectaculaires, mais comme son nom l'indique, de manière aveugle, confère en particulier le célèbre attentat d'Orly en 1983. Alors j'ai quelques chiffres pour conforter le propos Taline sur cette montée en puissance du terrorisme. De 73 à fin 81, ce sont quand même 56 attentats dans le monde, dont 14 en France. La France va être une cible privilégiée du terrorisme. Enfin, un théâtre. Un théâtre, voilà. Oui. Et quelques attentats spectaculaires peuvent revenir à la mémoire de nos auditeurs. Vous évoquiez... la triste affaire d'Orly le 15 juillet 1983. Mais on avait eu en 1975 des diplomates turcs tués à Paris, et puis le consulat de Turquie à Paris qui avait été l'objet d'un assaut le 24 septembre 81. Alors, ces observations... Ça, c'est une action de la Sala. Voilà. Alors, ces observations un peu arithmétiques, elles m'amènent à retourner un petit peu dans l'histoire pour rappeler qu'en 1896, un commando arménien s'était emparé de la banque ottomane, avec déjà des espérances politiques de notamment mobiliser peut-être l'Empire russe. C'était un attentat raté. Là, voilà, c'était un attentat de la banque ottomane qui était précisément une action de la FRA d'Achnaksutun. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en ce jour de commémoration
des génocides et de leur prévention, il était aussi intéressant de noter qu'en 1921, le 15 mars, une opération que les Arméniens avaient baptisée Némésis, montée par la Fédération révolutionnaire arménienne, avait abouti à l'exécution d'un des auteurs du génocide. Et que le procès qui en avait résulté avait acquitté son auteur. Et donc, ça ouvrait la porte aux questions éthiques sur le sort qu'on doit réserver aux auteurs du génocide. Donc, quand on évoque les années 1980 de notre siècle, on est, je crois, tenu de les relier à des événements plus anciens. À des événements plus anciens qui précèdent ou qui suivent le génocide arménien de 1915. Et donc, effectivement, vous faites allusion à l'assassinat de Talat Pacha par Tehlirian, puisque vous faites allusion au procès de Tehlirian à Berlin. Et bon, on peut simplement peut-être renvoyer les auditeurs à un film qui est en ce moment en podcast sur Arte, un film d'un réalisateur qui n'a peut-être pas besoin de moi pour faire ça. Sa publicité, qui s'appelle Robert Guédiguian, mais vous pouvez en effet voir ce film qui s'appelle Une histoire de fou et qui précisément commence avec le procès Tehlirian pour ensuite eh bien brosser une sorte de fresque de la communauté arménienne de France dans les années 80, présentant précisément ce conflit de génération que j'ai mentionné tout à l'heure et présentant donc un jeune de Marseille qui va partir au Liban pour se battre aux côtés de la Salah, etc. Donc il y a ce film qui permet, dans un premier temps, vraiment dont le grand mérite est d'offrir à l'auditeur des éléments contextuels qui lui permettront de comprendre ce dont on parle aujourd'hui. Et alors ces auteurs d'attentats des années 70-80, il est intéressant aussi de connaître quel est leur sort, comment la justice va apprécier leur acte, puisque c'est pour ça que j'évoquais un petit peu le procès de Berlin, c'est que à travers leurs actes, on est quand même obligé de parler de la question turque et du génocide. Mais c'est précisément l'objet. Oui. Mais après, on verra si l'objet a été atteint ou pas, mais quel va être le retentissement à l'époque des procès qui font suite à ces attentats. Alors d'abord, tous ne vont pas aller en justice. Certains vont échapper à la justice. D'autres se sont fait... Il y a eu des accidents. Il y en a qui se sont fait sauter aussi de manière accidentelle en manipulant des armes. Enfin, bon, tout ça, c'est pas... franchement, mon rayon. Je pense que là aussi, on pourra peut-être voir cela peut-être. Non, parce que votre mère a une appréciation fine des procès, parce qu'on a mobilisé quand même de grands avocats. Oui, alors le jeune de Védjian à l'époque, Henri Leclerc. Oui, alors parce que là, elle parle d'une affaire précisément, mais justement, je vais y venir. Tous les auteurs d'attentats terroristes, d'abord, certains ont été attrapés et donc sont passés en justice, d'autres non. Certains, d'ailleurs, même, ont trouvé refuge en Arménie soviétique. Enfin, moi, j'en ai rencontré en Arménie soviétique après, en Arménie post-soviétique après la chute de l'URSS. Donc, certains ont connu, d'autres trouvé refuge au Liban. Donc, tous n'ont pas été arrêtés. Pour ceux qui ont été arrêtés, il y a eu effectivement des procès aux États-Unis, des procès en Yougoslavie, où il y avait eu aussi des actions menées dans le courant des années 80. Bon, je n'en parle pas ici. Puis ce dont elle parle, c'est effectivement l'affaire Kilinjian, d'un côté, qui est une affaire traitée par le tribunal d'Aix-en-Provence en 1981. Donc évidemment, elle se fait l'écho de ça parce que l'affaire Kilinjian avait été arrêtée dans le cadre d'un attentat qui avait visé des diplomates turcs en Suisse, si je me souviens bien. Et d'autre part, elle fait référence aussi à l'affaire Hampik Sassounian qui va se dérouler presque en même temps
en Californie. Mais ce dont elle rend compte très précisément, et là j'en parle évidemment avec un souvenir également ému parce que j'y étais en réalité sur le parvis du tribunal d'Aix-en-Provence en 1981, ce dont elle parle, c'est effectivement la défense de Kilinjian assurée par une des grandes voix de l'époque, Maître Leclerc, qui est d'ailleurs décédé tout récemment, et puis Patrick Devedjian, qui à cette époque était un jeune avocat et qui commençait sa carrière, qui commençait sa carrière d'avocat, mais aussi sa carrière politique, et qui donc occupait lui aussi un certain créneau dans le champ de la défense de la question arménienne. Et c'est donc ainsi que ces deux personnalités prennent la parole pour défendre Kilinjian au tribunal d'Aix-en-Provence, et en le faisant de manière particulièrement talentueuse. Et donc, j'ai beaucoup aimé retranscrire ces chroniques parce qu'à ce moment-là, ma mère, Anaïde, elle n'est plus vraiment universitaire, elle se transforme carrément en chroniqueuse judiciaire Et engagée. Et engagée, bien entendu, mais aussi chroniqueuse judiciaire. Donc, c'est ce qui donne la très grande richesse de ce livre, c'est aussi sa capacité à endosser différents rôles selon l'actualité qu'elle relate. Oui, parce qu'il faut ajouter que, certes, elle était très mobilisée par la question des attentats, oui. mais la vie culturelle arménienne est évoquée dans les chroniques, donc elle est la chroniqueuse d'un peuple, d'une certaine façon. Elle est la chroniqueuse, oui. Elle évoque aussi l'Arménie soviétique. Elle évoque, ça ne se passe pas uniquement dans la communauté française, comme elle se sert, arménienne de France, je veux dire, comme elle se sert de la presse. Bon, c'est ça qu'il faut quand même bien voir, c'est-à-dire le côté complètement artisanal de l'époque, c'est-à-dire d'une presse qui arrive dans sa boîte aux lettres pour l'essentiel, ce qui déjà ralentit le rythme de la chronique, fait que certaines fois, la chronique est très mondiale, traite de sujets très mondiaux, et d'autres fois, elle est plutôt resserrée sur sur les choses, comme vous dites, culturelles. Ma mère était quand même un esprit très, très curieux, elle aimait l'art, elle faisait toujours le rapport entre ce qu'elle voyait, les livres qu'elle lisait, les expositions, auxquelles elle assistait, enfin, le rapport entre les différents types d'événements culturels et la question arménienne. Et donc c'est une chronique le plus souvent, d'événements mondiaux par le biais de cette presse arménienne qui lui arrive, de Beyrouth, d'Athènes. Enfin, aujourd'hui, ce serait complètement inimaginable. Mais c'est vrai qu'il y a un côté rafraîchissant dans la lecture, parce qu'on s'imagine le côté artisanal des radios libres de l'époque, et puis votre mère qui reçoit les journaux dans la boîte aux lettres, qui pratique des collages, c'est difficile. Elle ne pratique pas de collage, elle prend des notes. Alors elle pratique des collages, des notes qu'elle prend tout au long de la semaine. Donc il y a vraiment un côté artisanal qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle prend des notes à la main. Bon, aujourd'hui, je crois que n'importe quel chroniqueur fait peut-être des copier-coller, prend peut-être moins le temps de lire, surtout de traduire, parce qu'il faut quand même dire que cette presse arménienne lui arrive très souvent en langue arménienne. Cette presse arménienne, dans le meilleur des cas, elle peut être éventuellement bilingue. Quand je parle des titres qui lui arrivent de Téhéran, d'Athènes, de Beyrouth ou de Californie, vous avez à la fois des éléments en arménien et puis, selon les cas, en anglais, en grec, en persan ou que sais-je encore. Mais enfin, très souvent, elle traduit à partir de l'arménien. Et surtout, elle se sert aussi dans la presse arménienne française, et en particulier du journal Haraj, qui était un quotidien arménien qui a été jusqu'au bout le dernier quotidien arménien en France. Et donc, dans ce quotidien, il y avait des journalistes qui étaient capables de faire la revue de la presse turque. Et donc, ma mère, qui ne lisait pas le turc, accédait à cette revue de la presse turque par le biais de l'arménien. Donc, il y a quand même tout un travail, toute une gymnastique qui était possible grâce au côté artisanal
indiqué tout à l'heure, grâce aux services postaux. Alors parfois ces services postaux s'interrompent. Par exemple, la guerre du Liban, fait que tout à coup un titre arrête de paraître, il n'arrive plus dans la boîte aux lettres. Bon, et puis il y a aussi le format de certains journaux. On recevait aussi les journaux arméniens soviétiques, enfin en tout cas le magazine Sovetagan Hayastan, je me souviens très bien à cause de son odeur absolument caractéristique, qui était l'odeur du papier glacé soviétique, mais dont le format était absolument énorme et ne rentrait pas dans la boîte aux lettres, donc nécessitait d'aller chez le concierge. Oui, si c'est ça, le côté artisanal, il s'agissait bien de cela. Mais en même temps, on pourrait dire un certain tri naturel se faisait dans la masse d'informations, et je pense que d'un certain point de vue, le travail de la chroniqueuse était aussi facilité, contrairement à aujourd'hui où un chroniqueur est au contraire submergé par les informations et les origines de cette information. Oui, c'est ce qui peut paraître euh, tout à fait intriguant de la part d'une personne un petit peu extérieure à la communauté arménienne, c'est de voir l'attachement qu'ont les personnes d'origine arménienne pour leur pays, qui est un attachement qui va au-delà du côté un peu folklorique, de retrouver sa langue d'origine, de la langue de ses parents, de ses grands-parents, etc. Mais une véritable volonté d'avoir une véritable action politique au sein même de la future Arménie, alors que, pour reprendre le cas de votre mère, elle vivait en France et saurait-elle retourner en Arménie pour y vivre? Oui, alors ça, c'est une question qu'elle posait tout le temps. Mais bon, moi, j'appartiens à une famille de militants. Je ne sais pas forcément représentatif de l'ensemble de la communauté arménienne. Donc, c'est une famille de militants, d'intellectuels, et en plus d'intellectuels engagés. Donc, c'est une question qu'elle posait justement précisément assez souvent à mon père, par exemple, en l'interpellant de cette manière-là. Mais toi, est-ce que tu ferais, est-ce que tu retournerais est-ce que tu retourneras qui retournera? Enfin, il y avait un doute perpétuel, hein. Mais je crois d'ailleurs que c'est le problème de beaucoup d'intellectuels engagés, c'est-à-dire, enfin bon, il y a l'engagement, le sens du devoir, quoi. Enfin bon, cette chose sentimentale qui est le fait d'embrasser une cause militante, et puis de l'autre, le doute. Et le doute, il affleure perpétuellement dans les chroniques. Donc le doute concernant la finalité. Enfin bon, ça ne le dit pas dans les chroniques, mais ça je le savais parce qu'on parlait ensemble. Donc le doute sur la finalité de tout ça. Voilà, dans quelle mesure toutes ces actions violentes, c'était pas aussi un peu les possédés de Dostoïevski, hein. D'ailleurs, justement, à la fin de sa vie, elle prenait en note, j'ai retrouvé ça, quelques passages des possédés. Donc, elle a tout à fait conscience, hein, du côté illuminé de l'absence de finalité. Enfin, le doute est perpétuellement là, présent, mais malgré tout, s'appuyant aussi sur d'autres convictions, sur le sens du devoir aussi, qui était quelque chose de très fort chez ma mère. Et avec ça, j'ai perdu le fil de la question. De quoi pas Non, c'était justement votre réponse est très éclairante parce que c'est justement pour une personne qui n'est pas d'origine arménienne ou d'une autre qui vient d'un autre pays, c'est effectivement cet attachement qui reste et qui est quand même très très impressionnant. Alors, il est impressionnant de sa part parce qu'il faut dire aussi que même si elle se définissait comme une petite historienne de rien du tout, mais le disait vraiment avec conviction, c'est-à-dire avec le sentiment de ne pas du tout appartenir au Cénacle, des gens de sa génération qui ont été des grands historiens. Et qui ont été aussi ses amis, hein. Je pense à Pierre Vidal-Naquet, qui, alors je commets une erreur dans ma préface, qui apparemment a été l'ami qui lui a permis de publier ce fameux article en 1967 dans la revue Esprit, mais elle avait côtoyé aussi bien d'autres grands historiens, Pierre Nora et bien d'autres. Bon, elle avait le sentiment, à côté de ses amis ou anciens amis de l'époque de l'agrégation, d'avoir été
une petite historienne. Bon, alors je ne sais pas dans quel sens elle entendait ça, si elle faisait allusion au fait qu'elle n'était que, entre guillemets, maître de conférence à Paris 1, ou que précisément elle n'avait pas produit une thèse, une thèse d'État comme le faisaient les historiens de l'université à cette époque. Et donc, petite historienne, je pense qu'elle faisait en fait plutôt allusion au fait qu'elle s'était fait une spécialité qui était l'histoire, hein, des Arméniens à l'époque contemporaine, et plus précisément l'histoire de l'engagement des révolutionnaires arméniens au XIXe siècle, enfin toutes sortes de questions qui n'intéressaient absolument personne. Non, alors là, on parle plus de l'opinion publique, mais qui n'intéressait personne Oui, parce dans que le champ de l'historiographie vous dites française. qu'à propos de Et son... elle a inventé l'étude de l'Arménie contemporaine dans le champ de l'historiographie française. Mais pour elle, c'était quelque chose d'un peu pas méprisé, parce qu'elle avait des relations très amicales avec ses collègues, mais disons quelque chose un peu mineur par rapport par rapport aux productions des grands historiens. Parce que vous dites que son fameux article de 1967, Oui. dans Esprit, intitulé La question arménienne, va faire date. Oui. Publié au retour d'un voyage familial en Arménie soviétique, il marque l'entrée, alors probablement grâce au soutien d'Henri René Marou, Alors là, peut-être, est-ce que mais de la question arménienne dans le champ jusque-là inaccessible de l'intelligentsia française. Donc, cette, entre guillemets, petite historienne que vous décrivez, elle a un rôle considérable parce que avec cet article de l'année 67, la question arménienne, elle est posée chez les intellectuels. Alors, elle est posée chez les intellectuels, mais alors cet article de 67 a lui-même une histoire. Donc d'abord, je voudrais corriger quelque chose, parce que dans la préface, j'ai eu beaucoup de mal à me souvenir qui était l'intellectuel qui avait intercédé en faveur de la publication de cet article dans la revue Esprit. Et là, il y a déjà une histoire. Cet article, ma mère avait été d'abord le proposer à Jean-Paul Sartre. Et l'entrevue s'était fort mal passée. Et au terme de cette entrevue, alors je pense qu'on peut le dire au micro de votre radio, il lui avait dit « Mais madame, vous n'êtes pas une femme de gauche. » Donc, madame, vous n'êtes pas une femme de gauche. Bon, ils ne se sont pas du tout entendus. Elle l'a trouvé forcément très antipathique, mais surtout, lui, il soupçonnait justement d'être une espèce d'activiste nationaliste. On est en 67, c'est-à-dire avant la décennie du fameux terrorisme arménien. Alors ensuite, dans mon ouvrage, j'ai pensé, à cause du mouvement des intellectuels catholiques, j'ai pensé que c'était Marou, qui était son vieux prof de la Sorbonne, qui avait intercédé en sa faveur auprès de la revue Esprit. C'est ce que j'ai écrit. Mais finalement, il semblerait que je me sois trompée, puisque dans la récente thèse soutenue par Sophie Touladjian et qui est consacrée justement aux manifestants de rue, aux manifestations arméniennes dans les années 70-80, j'ai lu dans une petite note qu'en réalité, ma mère s'était confiée auprès d'un autre historien pour rappeler le rôle de Pierre Vidal-Naquet, alors autre figure intellectuelle très importante de cette époque et autres intellectuels engagés. Et alors, pour le coup, très grand ami de mes parents, de mes deux parents. Et donc, finalement, c'était Pierre Vidal-Naquet qui avait intercédé pour la publication de cet article. Alors, rien que ça vous montre tous les réseaux d'appui qu'il fallait pour publier un travail de ce genre, qui s'appelle très sobrement « La question arménienne » et qui est un très beau et très grand article qui pose, la question dans tous ses tenants et ses aboutissants. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je rappelle que nous avons le plaisir de recevoir Madame Termination pour évoquer le livre qui regroupe les chroniques de sa mère, Anaïde Termination, aux éditions Thaddée. Et avant de poursuivre l'émission pour un point de situation, pour actualiser la question arménienne, si je puis dire, un tout petit bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors après ce que certains ont appelé le printemps ou l'âge d'or de la cause arménienne, finalement réveillé par le terrorisme, juste une petite question avant cette actualisation que je souhaiterais. Finalement, ces attentats ont réussi. Est-ce que les intentions de leurs auteurs se sont traduites dans la réalité, c'est-à-dire reconnaissance du génocide arménien, et est-ce qu'il y a eu une prise de conscience de l'identité arménienne oui, dans l'opinion publique? Dans l'opinion publique française, oui, et puis l'opinion, et puis les institutions, finalement. Par la France, aux États-Unis, oui, d'accord. Hein. Aux États-Unis, c'est le fameux G-word, comme on dit, enfin le J-word pour le génocide. Mais pas par la Turquie, bien entendu. Donc là, on reste quand même devant la même impossibilité, parce que pour le gouvernement turc, il est absolument inimaginable de reconnaître le génocide, puisque ce génocide est en quelque sorte le soubassement géologique, on peut dire, de la Turquie contemporaine. Donc oui, dans une certaine mesure, c'est-à-dire en termes de publicité, il n'y a aucun doute que cette époque a totalement modifié le champ. Il n'y a aucun doute que la question arménienne s'est considérablement actualisée, qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique française, tout le monde, beaucoup de monde en tout cas, ont entendu parler de la question arménienne, du génocide arménien. Enfin, c'est plus du tout le tabou, la terra incognita que c'était encore à l'aube des années 70. En revanche, la question arménienne, malheureusement, demeure. Elle s'est modifiée considérablement. Donc la question de la reconnaissance du génocide n'existe pas en Turquie, et puis surtout maintenant elle s'est modifiée avec les événements qui se sont poursuivis, la chute de l'Union soviétique, événement inimaginable à l'époque où ma mère écrivait ses chroniques, puis l'indépendance post-soviétique de l'Arménie, autre événement inimaginable à l'époque où ma mère écrivait ses chroniques, puis enfin les 3 décennies d'existence de cet État en tant que État soi-disant indépendant, et je dirais de manière assez pessimiste la faillite de cette indépendance devant laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et donc là, pour le coup, puisqu'on parle de mémoire parentale et familiale, il y a quand même des moments où je me réjouis de la disparition de mes parents, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Alors cette Arménie d'aujourd'hui, un peu moins de 3 millions d'habitants sur place. Oui, pour ce qu'on en sait, mais ça, pour c'est ce pas qu'on en sait, Ouais. d'environ, de 30 000 km², qui est entouré, en tout cas à son est de l'Azerbaïdjan, à son ouest de la Turquie, au nord la Géorgie. Tout cela nous donne l'impression, pas que l'impression, mais d'une Arménie à la fois enclavée et puis confrontée à ce que dans votre ouvrage sur le grand jeu, vous aviez appelé le grand jeu du XXIe siècle. Donc première question, c'est quelle place pour l'Arménie dans ce grand jeu du XXIe siècle avec ce qu'on appelle le retour des empires? La place, elle est géographique, comme j'essaie de le suggérer dans le titre d'un article que j'ai publié récemment dans la revue en ligne The Conversation. C'est le fait que l'Arménie, il suffit de regarder la carte, est à la croisée des chemins transcontinentaux. Bon, ça, c'est le titre d'ailleurs d'un ministre de la Défense de la Première République d'Arménie, Rouben, qui a écrit donc
livre. Qui est votre aïeul. Oui, bon, je ne tenais pas forcément... Si, mais je tiens à le dire. Enfin, qui est mon grand-père, effectivement, qui a écrit un ouvrage de géopolitique, puisque vous me demandez de m'expliquer sur le sujet, donc qui s'intitule « L'Arménie à la croisée des chemins transcontinentaux ». C'est-à-dire que je vous sens, comme nous vous sentons pessimiste, Oui. la première question, elle vise quand même à éclairer nos auditeurs sur l'importance de l'Arménie, qui peut-être pourrait ensuite nous donner un petit peu d'espérance. Alors j'y viens. Donc Loupen, mon grand-père, donc écrivait publie en 1948 à Beyrouth un ouvrage en arménien qui n'est pas traduit. C'est pour ça que là, pour le coup, je suis encore obligé d'en faire la synthèse. Donc il s'intitule L'Arménie à la croisée des chemins transcontinentaux et que je soupçonne être en fait un livre qui la compilation d'une série de rapports ou d'articles qu'il a, à mon avis, écrit au Caire pendant la Seconde Guerre mondiale à l'intention de l'administration britannique. Qui était donc installé dans ses headquarters au Caire jusqu'à l'arrivée de Rommel aux portes du Caire, etc. Donc nous voilà transplantés dans un tout autre théâtre géographique. Et donc, mon grand-père, qui appartenait au parti Tachnak, représentait au Caire l'aile du parti Tachnak qui était censée travailler, et qui travaillait d'ailleurs, avec les Alliés et donc au Caire avec les Anglais. Je pense que ce livre, je n'en ai pas la certitude, mais je pense que ce livre, qui est un livre assez épais, et donc une série d'articles ou de rapports qu'il a dû faire rédiger en anglais ou faire traduire, je ne sais pas très bien, mais destinés à montrer, l'intérêt de l'Arménie auprès des Alliés et auprès des Anglais, qui, comme vous le savez, à cette époque, ont aussi d'autres chats à fouetter que de s'occuper de toutes les revendications des différentes minorités qui viennent se présenter à eux. Mais enfin, je pense que la finalité, c'est de montrer tout l'intérêt qu'il y aurait eu ou qu'il y aurait pour les Alliés, et pour les Anglais en particulier, de s'intéresser à l'intérêt géopolitique que représente l'Arménie à cette époque. Et partant, bien sûr, il y a de sa part un point de vue, une prospection géopolitique qui serait donc, évidemment, si on intéresse les Alliés, peut-être y aurait-il... autonomie, indépendance, des perspectives. Des perspectives qui seraient autres que soviétiques. Donc... à un moment d'ailleurs qui est celui de la Grande Alliance, qui est un moment un peu compliqué. Et donc je pense que mon grand-père essayait de jouer cette dernière carte dans cette période de la guerre. Donc on est probablement entre 41 et 42, même pas 43, enfin, je ne sais pas très bien, je n'en ai aucune preuve et on n'a aucune trace de ces papiers, puisque vous le savez peut-être, au moment où Rommel a failli... mettre réellement en danger la position des Anglais en Égypte, eh bien, les Anglais ont brûlé tous leurs papiers, toutes leurs archives. Donc, en fait, on n'a plus rien des relations exactes, enfin, en tout cas, pas là, des relations exactes qu'entretenait mon grand-père en tant qu'un des responsables Tachnak locaux et les gens du Caire. Or, c'est évident que ces relations ont existé, puisqu'ensuite, toute la famille a été évacuée vers la Palestine. Via la fameuse bande de Gaza. Bon, comme ça, le tour... On retombe sur nos pieds. On retombe sur nos pieds, puisque les Anglais demandent à ce que soient évacués tous ceux qui ont collaboré avec eux, afin qu'ils ne soient pas mis en danger par... capturés par les Allemands. Etc. Alors, vous voyez à quel point cette histoire arménienne, qui est toujours, comme disait ma mère, une petite histoire, est finalement connectée complètement au grand moment de l'histoire contemporaine générale. Hein. Donc les Arméniens sont toujours là à un moment donné. Donc voilà. Alors, le grand-père a donc cherché à valoriser cette position particulière de l'Arménie à la croisée des chemins transcontinentaux. Vous allez me dire, déjà à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Arménie, il avait été question aussi que l'Arménie devienne un mandat des États-Unis. Et puis la chose avait été refusée
par le Congrès américain. Donc voilà. Alors à chaque fois que les Arméniens ont essayé de valoriser la position de ce pays aux puissants du moment, ça n'a pas fonctionné. Et puis, donc je l'ai dit, à la fin de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une sorte de regain d'intérêt de la part de certaines puissances ou de certains pays et qui replace de nouveau l'Arménie au cœur du nouveau grand jeu, alors qui est un nouveau grand jeu totalement recomposé et qui fait encore une fois du Caucase l'un des terrains d'affrontement entre, on va reprendre le langage des discours actuels, enfin qui fait de l'Arménie l'un des terrains d'affrontement entre l'Occident ou l'Europe, enfin je ne sais pas très bien, enfin en tout cas ce qui est l'Occident pour la Russie, c'est-à-dire l'Europe plus les États-Unis d'un côté, et puis ceux qui appartiennent à cet axe oriental, on va dire, Russie, Chine, Iran, etc. Et donc l'Arménie se trouve au milieu de ce champ de tension. Et donc, je suppose que vous allez m'interroger un peu plus en avant. Alors, sur ce champ de tension Actuel, je veux dire. oui, actuel, bon, on a la Géorgie au nord avec les événements que l'on connaît. Cet Azerbaïdjan fier de sa puissance pétrolière, et puis les événements du Haut-Karabakh ou de l'Artsakh qui ont vu finalement la victoire militaire de l'Azerbaïdjan et puis la fuite de la quasi-totalité de la population du Haut-Karabakh vers l'Arménie. Donc, aujourd'hui, on est dans une Arménie, on est face à une Arménie très affaiblie, mais qui cherche aussi, malgré la présence très forte, et notamment dans l'économie des Russes, qui cherche, semble-t-il, une ouverture vers l'Ouest, avec l'Ouest concrétisé par l'Union européenne et par les États-Unis. Alors, que peut-on dire de ces tentatives de relations ou d'ouverture vers l'Ouest, alors que les Russes, préoccupés par l'Ukraine, semblent avoir modéré ou diminué leur présence militaire en Arménie? Alors, ils n'ont pas diminué leur présence militaire en Arménie, En volume, parce qu'on non. a toujours les bases, Oui. les bases militaires au nord. Enfin, à ma connaissance, ça n'a pas bougé. En revanche, ils sont moins apparents dans la garde des frontières. Et ils n'ont pas l'Arménie. bougé pour défendre les Arméniens du Haut-Karabakh. Ils n'ont pas bougé pour défendre les Arméniens au Karabakh, c'est-à-dire ils étaient disposés en tant que force de maintien de la paix. Alors là, je pense que je ne sais pas très bien ce que signifie le terme de force de maintien de la paix. Est-ce que techniquement, ça faisait d'eux des militaires suffisamment équipés pour, Oui, mais en tout cas, si leurs militaires n'étaient pas suffisamment équipés, ils n'ont pas cherché à les renforcer. Ils n'ont pas cherché à les renforcer, bien sûr que non, parce que je pense que précisément cette force de maintien de la paix a fait très exactement la mission qu'on lui avait confiée, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent sortir et faire en sorte qu'ils ne soient pas tous massacrés sur place. Bon, si vous voulez, moi, ça, c'est ma vision personnelle des choses. Je sais que la plupart des Arméniens considèrent que effectivement les Russes n'ont rien fait, mais bon, si je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a eu effectivement un nettoyage ethnique de cette région du Haut-Karabakh, puisque l'entièreté de la population arménienne a été évacuée, je constate tout de même, je crois que c'est Gérard Chalian qui l'explique, enfin, que ça n'est pas un génocide in situ, c'est-à-dire, enfin, Dieu merci, il y a eu quand même beaucoup de morts lors de l'exode via le corridor de la Chine en septembre 2023, mais dû à un climat de panique générale, l'explosion d'un dépôt, d'une citerne, etc. Mais malgré tout, la fuite et l'exode a pu se faire sans que cette population soit entièrement décimée. Or, on aurait pu aussi craindre que ce scénario puisse se produire après tout.
Donc voilà, alors que les Russes, bien sûr, assuraient mollement la défense de la population arménienne, c'est probablement parce qu'ils en ont reçu l'instruction. Que les dirigeants de la défunte République d'Artsakh, c'est-à-dire du Haut-Karabakh, Qui sont l'objet d'un procès aujourd'hui. Oui, qui sont l'objet d'un procès aujourd'hui, aient été arrêtés. Comme Rupen Vartanian, Araïk Arutunyan, Paco Sakan et bien d'autres encore, aient été arrêtés, alors soit à minima avec la complicité des Russes ou avec la molle résistance des Russes où ils étaient livrés. Je suis incapable de vous le dire, mais je pense qu'en effet, les Russes ont cherché à jouer une sorte de voie moyenne. Et je pense que mon interprétation, là, que je viens de vous livrer, n'est pas absolument mauvaise. Mais ça fait évidemment des Russes des traîtres dans l'opinion publique arménienne aujourd'hui, en tout cas officiellement. Mais l'opinion publique arménienne était vraiment très active pour soutenir leurs compatriotes ou leurs frères du Artsakh, parce qu'on peut lire ici ou là que finalement, l'opinion publique arménienne, enfin en Arménie, était assez partagée sur cette question-là. Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, en plus, le terme même d'opinion publique arménienne ne veut strictement rien dire. Je n'ai pas voulu vous Alors pourquoi vous dire. Mais parce qu'il faut bien faire référence à quelque chose. Oui. C'est bien le problème. Il n'existe pas. Bon, d'ailleurs, en France non plus, on ne sait plus très bien ce que c'est que l'opinion publique. Mais alors, en Arménie, cette opinion publique n'existe pas. Enfin, je dirais, ça n'est pas une opinion politique, en tout cas, qui me semble très mature. Alors oui, vous avez raison, bien entendu, que les relations entre l'Arménie et cette fameuse république du Haut-Karabakh n'étaient pas quelque chose d'univoque et de très simple, et en tout cas n'étaient pas celle d'un soutien plein et entier. Et donc, puisqu'on parle de dans cette opinion publique, ou en tout cas dans les rumeurs qui fabriquent la soi-disant opinion publique arménienne, on entendait régulièrement dénoncer la corruption des dirigeants de la République du Haut-Karabakh, le fait que cette République, cet État de facto, cet État fantôme était aux mains d'oligarchies ou de militaires locaux, mais c'était la même chose, des militaires ou des oligarques qui possédaient des territoires, des usines, des hôtels, enfin bref, et qui donc étaient des gens présentés comme pas du tout sympathiques et contre lesquels il fallait lutter. Et puis, il y a aussi un autre problème pour comprendre cette fameuse opinion publique dans ce qu'elle a de plus basique et de plus compréhensible, c'est que au bout de 30 ans de conflits gelés, les parents craignent de voir envoyer leur fils à la guerre. Et voilà. Et donc ça, c'est une réalité en Arménie qui faisait, autre réalité fort désagréable, que bien que les couches les plus nanties de la population avaient toujours le moyen de contourner l'obligation du service militaire pour les jeunes garçons, avec différentes méthodes qui d'ailleurs existent aujourd'hui, qui sont toujours aménagées d'une manière plus ou moins différente, soit que le fils en question soit déjà père de famille nombreuses, soit qu'il ait entamé des études à l'étranger. Il y a différentes manières d'échapper au service militaire. Je ne sais pas très bien aujourd'hui, mais en tout cas, historiquement, on les connaît. Et donc, bien entendu, ce fait tragique, atroce, qui est que les jeunes garçons qui vont mourir à la guerre ont été souvent les enfants des classes les plus démunies. Alors tout ça, ça fait quand même une réalité qui n'est pas du tout sympathique. Et ça fait aussi une opinion publique, on va l'appeler avec 40 guillemets, une opinion publique qui est quand même aujourd'hui dans une situation qu'on peut qualifier, en faisant référence cette fois-ci à l'histoire politique française, de lâche soulagement. C'est-à-dire, on ne va pas le dire, mais quelque part que la question du Karabakh ait été résolue de manière aussi radicale et on s'en drastique. contente.
on s'en contente si cela fait que mon fils ne va pas se trouver couché dans le cimetière à l'entrée de la ville comme les je ne sais plus combien, 2000 et quelques morts de la guerre de 2020. Voilà. Mais alors en même temps, c'est un calcul à courte vue puisque en même temps l'Arménie elle-même est sous la pression constante de l'Azerbaïdjan et que régulièrement on se dit mais est-ce que l'Arménie va être de nouveau attaquée? Et alors justement, dans ce cas, qui la défendra? est-ce que l'Azerbaïdjan a encore des velléités de conquête ou de reprise de territoire qui peuvent être discutées? Je rappelle à nos auditeurs que l'Azerbaïdjan a une enclave, ou une exclave plutôt, à l'ouest de l'Arménie, et que se pose la question de la relation entre l'Azerbaïdjan et cette partie de son territoire dont il est isolé. Alors, où en est cette question-là? Alors, c'est l'une des questions qui a été mise en avant au moment de l'accord du cessez-le-feu de la guerre de 2020, en novembre 2020, l'exigence de la part de l'Azerbaïdjan d'obtenir, alors bon, on n'emploie plus le terme de corridor, hein, sur lequel tant d'encre a coulé et tant de disputes se sont nouées, mais enfin, en tout cas, réclame une voie de communication directe entre le Nakhitchevan, donc cette exclave, cette partie de l'Azerbaïdjan disons, placée à l'ouest de l'Arménie. Voilà, qui est coincée entre la Turquie et l'Arménie. Voilà. Et donc, l'Azerbaïdjan réclame un moyen de transit ou de communication directe entre ces deux parties, donc l'Azerbaïdjan d'un côté et le Nakhitchevan et la Turquie de l'autre. Et toute la question reste de savoir à travers quel territoire se fera cette voie de transit ou ce corridor. Se fera-t-il à travers le territoire du sud de l'Arménie, cette région du fameux Siounik, ou au contraire par les voies de communication naturelles, c'est-à-dire via la vallée de l'Arax et donc par le nord de l'Iran et en remontant vers le nord le long du Nakhitchevan. Bon, tout ça, c'est une question qui paraît insoluble. Ça fait maintenant 5 ans qu'on ne parle que de ça. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire à quelle solution concrète le gouvernement arménien est parvenu aujourd'hui. Gouvernement arménien qui tout de même proclame que des propositions ont été faites à l'Azerbaïdjan, mais l'Azerbaïdjan, de son côté, en réclame toujours plus, pose des conditions, demande par exemple à ce qu'il soit introduit des modifications constitutionnelles dans la constitution de l'Arménie, ceci parce que dans le préambule de la constitution, il y a une constitution de 1995, il y a une allusion, une mention qui est faite de la question des relations avec le Haut-Karabakh de l'époque. Il y a des conditions aussi qui sont faites par l'Azerbaïdjan pour le retour de ses citoyens originaires d'Arménie, qu'ils puissent revenir en Arménie. Enfin, toutes sortes de conditions qui montrent que, à minima, l'Azerbaïdjan est toujours en position de force. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, il ne déclare pas forcément qu'il va faire la guerre la semaine prochaine, mais il est en position de force et donc forcé d'envisager cette possibilité. Oui, une petite question. Vous évoquez le gouvernement arménien actuellement. Juste pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit, il y a à peu près 12 millions d'Arméniens dans le monde, 3 millions qui vivent en Arménie. 3 millions officiellement. Officiellement. C'est beaucoup d'émigration. Beaucoup d'émigration, oui. Mais donc, par contre, beaucoup de nouveaux citoyens aussi, beaucoup de nouveaux passeports. D'accord. Donc, et environ plus de 2 millions d'Arméniens en Russie, par exemple. Oui. Au moment des élections pour voter, pour élire un gouvernement, est-ce que les Arméniens de l'extérieur, si je puis dire, votent ou est-ce qu'ils ne votent pas? Alors, c'est une bonne question que je me pose tout le temps. Je crois qu'ils ne votent pas. Je crois qu'ils ne votent pas. Je crois qu'il faut être présent sur place, mais sincèrement, j'ai peur de vous dire des bêtises. Parce qu'on sait que traditionnellement, les diasporas sont généralement plus durs, plus jusqu'au boutiste que ceux qui sont sur le terrain, qui sont obligés malgré tout de composer avec l'environnement immédiat.
Oui, mais il y a aussi cette réalité fort désagréable, régulièrement rappelée par Vladimir Poutine quand il est invité à s'exprimer sur la question arménienne. Il dit tout simplement il y a plus d'Arméniens en Fédération de Russie que dans la République aujourd'hui. Oui. Donc ça exprime, si vous voulez, sous la forme d'un rapport mathématique, sa vision de la question de l'État arménien. Et donc, oui, pardon, Oui, c'était pour connaître quelle pouvait être la légitimité du gouvernement actuel arménien. Non, le gouvernement actuel arménien s'exprime comme légitime parce qu'il a été démocratiquement élu par le corps électoral tel qu'il a été défini. Donc excluant, je n'ai pas le texte sous les yeux, donc je ne peux pas vraiment le garantir, mais excluant les non-résidents. Qui, à mon avis, n'ont pas le droit de vote. Non, mais sans compter que les Arméniens de Russie, attention, oui, beaucoup ont la citoyenneté russe et pas forcément arménienne. Donc, il y a beaucoup de nuances à apporter dans ces questions de citoyenneté. Donc, le gouvernement actuel jusqu'à preuve du contraire, était normalement élu, mais selon, bien entendu, des modalités de vote qui sont les mêmes que dans la Géorgie voisine, c'est-à-dire en fait d'une pratique de la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie administrée. Donc administrée, je vous laisse deviner par quels moyens, et qui font que, en tout cas, le corps électoral a un comportement qui a tendance à toujours reporter ses votes sur celui qui est le détenteur du pouvoir actuel. Donc on vote en général pour celui qui est au pouvoir. Bon, ça c'est quand même quelque chose d'un peu curieux. Et donc les alternances de pouvoir ne se font pas par la voie des urnes. Et d'ailleurs, Nicole Pachinian, lui, est arrivé au terme de manifestations de rue qu'on a désigné ensuite comme étant la fameuse révolution de velours de 2018. Donc c'est à partir du moment où vous avez le pouvoir, vous le gardez. Il est reconduit. Bon, ça c'est la démocratie à la mode post-soviétique. Bon, j'ai un point de vue évidemment assez désenchanté sur cette pratique de la démocratie, mais c'est cela. Donc la question de la légalité et de la légitimité sont plus que jamais très différentes. Alors j'ai deux questions d'un auditeur. Ne craignez-vous pas que l'Arménie ne soit replongée dans le grand jeu que comme un pion sacrificiel dans une autre guerre par proxy contre la Russie et l'Iran? Ça, c'était la première question. Et puis un commentaire à l'appui de la question. Chercher l'appui des États-Unis alors que la Turquie est le pion principal de l'OTAN en Méditerranée orientale, en mer Noire et au Caucase, n'est-ce pas une illusion et une grossière erreur, voire une trahison de M. Parchignan? Oui, bah écoutez, ces questions ne me surprennent pas du tout. Bon, la question de l'OTAN, alors effectivement, je veux dire, comment comprendre l'ouverture de l'Arménie vers les États-Unis, vers l'UE, et puis aussi parfois vers certains formats de l'OTAN, alors que la Turquie est membre de l'OTAN, c'est quelque chose de totalement incompréhensible, si ce n'est que c'est toujours la même histoire par rapport au gouvernement Pachinian, si ce n'est créditer M. Pachinian ou son gouvernement ou ses responsables d'affaires étrangères d'analyses particulièrement tordues qui consisteraient à spéculer, par exemple, sur le fait que oui, la Turquie est dans l'OTAN, mais après tout, c'est un peu un électron libre de l'OTAN. Mais enfin, même si c'était un électron libre de l'OTAN au comportement turbulent par rapport aux autorités de l'instance otanienne, je vois mal la Turquie devenir turbulente pour protéger les intérêts de l'Arménie. Donc ce raisonnement, je ne parviens pas à le comprendre, en tout cas pas avec précision. Donc je ne le comprends qu'autrement, si ce n'est que visiblement le gouvernement Pachinian est désireux de donner certaines garanties au camp occidental, ce qui l'a poussé encore dernièrement à signer un accord, je n'ai pas compris de quelle nature, mais une espèce d'accord cadre. Mais vraiment, dans les tout derniers jours de l'administration
l'administration Biden, ce qui là aussi est une chose un peu curieuse, puisqu'on a bien vu avec quel entrain M. Trump défait tout ce qui a été fait dans cette administration Biden, donc dans cet interlude entre la fin de Biden et le début du règne de Trump, où il s'est passé énormément d'événements dans les quatre coins du monde, comme vous le savez. On a vu effectivement aussi l'Arménie se rendre en grande délégation aux États-Unis pour signer cet accord-là. Bon, est-ce qu'il y a encore une fois quelque chose de caché derrière? Quel est le calcul? Y a-t-il un calcul sous-jacent ou n'y a-t-il pas? Je ne suis absolument pas au courant. En tout cas, ce que les Américains aussi... Donc, c'est très possible que cet accord puisse être défait par l'administration. Oui, c'est un accord avec les Américains. Je disais l'OTAN, mais non, c'est un accord avec les États-Unis. Là, il s'agissait des États-Unis. Alors, l'OTAN, je ne sais pas où ils en sont. Enfin, de toute façon, ils ne sont pas dans l'OTAN. Mais par contre, les Russes et les Azerbaïdjanais se font un plaisir de dénoncer la présence de la mission de surveillance aux frontières de l'Union européenne comme étant un paravent d'une antenne secrète de l'OTAN déployée aux frontières de l'Arménie. Alors ça, je n'en sais rien. C'est en tout cas les arguments qu'emploie Aliyev et qu'emploie le gouvernement azerbaïdjanais, reprenant bien entendu le discours du Kremlin, pour dénoncer la présence de cette mission aux frontières. Notez toutefois que depuis que cette mission est là, effectivement, il y a eu pas ou peu, me dit-on, d'incursions aux frontières de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Enfin, le dernier volet des accords qui ont été passés, peut-être passés par l'Arménie avec les Américains, concerne le volet de l'énergie. Et là, ça se place évidemment en plein dans le grand jeu, parce que l'Arménie est dépendante énergétiquement très dépendante de la Russie, hein, même quand elle dispose dans son territoire d'une vieille centrale nucléaire de l'époque soviétique, qui est la centrale de Metsamor, laquelle est en fait plus ou moins aux mains, je ne sais plus très bien de quelle manière, mais enfin aux mains du secteur énergétique russe. Eh bien, les Américains essayent d'étudier les moyens d'acheminer l'Arménie vers plus d'autonomie énergétique, donc de le vendre des programmes pour des petites centrales nucléaires. Enfin, je ne connais pas très bien le détail. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les Américains cherchent à détacher l'Arménie de cette trop grande dépendance à la Russie, parce qu'ils savent très bien qu'au-delà des discours politiques, actuellement, en tout cas dans l'état des choses, l'Arménie, qui reste quand même membre des unions économiques eurasiatiques et autres, très liées à la Russie, et qu'au-delà des discours politiques, il suffit que les Russes coupent le robinet coupe le bouton d'électricité ou coupe les approvisionnements en céréales, et ils sont capables, sans autre forme de procès, de déclencher bien sûr une révolution sociale, donc une révolution politique. Donc on revient au même scénario que nous... Et l'Arménie, à travers ses partis politiques, est nettement partagée entre Russes entre pro-Russes et camp occidental. Quand on est en Arménie, on a ce sentiment. On l'a même plus, ce sentiment, ça veut dire l'atonie de la vie politique. Non, actuellement, le discours dominant est plutôt anti-russe, je dirais, mais parce que parce que tous les éléments de langage sont là. C'est le trend général, d'ailleurs soutenu par une certaine xénophobie, mais tout ça, c'est un petit peu de la comédie. Xénophobie aussi liée à la forte présence des Russes exilés, anti-Poutine cette fois-ci, qui ont trouvé... pas que anti-Poutine d'ailleurs, ou alors des acteurs économiques qui sont venus en Arménie pour travailler et contourner les sanctions, parce que là, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut
prendre en ligne de compte. Donc, bon, ça génère évidemment des petits mouvements d'humeur contre les Russes, etc. Mais enfin, en attendant, les Russes se trouvent très bien à Yerevan et ça fait tourner le tourisme, ça rapporte de l'argent, les restaurants sont pleins, etc. Parce qu'il faut bien voir que pendant ce temps-là, Yerevan est devenue une ville extrêmement agréable et attirante. Et donc, les Russes font tourner l'économie. Par contre, évidemment, leur présence a fait grimper les loyers. Donc, il y a un certain climat, je dirais, anti-russe comme ça. Mais pour autant que tout ça soit déterminant dans les comportements futurs, je n'en suis pas absolument certaine. Les gens n'ont pas réellement de vue politique pour dire les choses de manière un petit peu plus crue. Alors j'ai une deuxième question qui est d'un autre registre. Que pensez-vous, madame, du film Le Mât des Alouettes, qui rappelle les atrocités du génocide? Certains passages sont insoutenables. Est-ce que vous connaissez ce film? Oui, j'ai dû le voir Voilà. par le passé, mais ça, c'est un film sur le génocide des Arméniens en 1915. Oui, des passages insoutenables. Euh, oui, j'ai dû voir ce film dans le passé, je m'en souviens plus très bien. Il y a un certain nombre de productions cinématographiques consacrées au génocide qui nécessairement, par la force des choses, représentent des scènes abominables. Ça montre en fait de la part des réalisateurs arméniens ou d'origine arménienne peut-être un certain degré de manque de maturité. Il n'y a peut-être pas eu la même réflexion que chez les Juifs, Lanzmann et autres, qui ont beaucoup réfléchi au fait du caractère irreprésentable du génocide. Donc effectivement, représenter des scènes de massacres, d'éventation, de décapitation au cinéma, bon, c'est un exercice... bon, enfin, je ne sais pas si c'est un exercice de style, mais enfin, c'est quelque chose de très dangereux parce que soit effectivement c'est insoutenable, soit c'est raté. Et ça renvoie à un vrai problème, mais qui n'est pas le problème du génocide arménien, qui est un problème de cinématographie. Et donc, les Arméniens ont eu quand même quelques grands metteurs en scène. J'ai fait allusion à Guédiguian tout à l'heure, mais Guédiguian, justement, à ma connaissance, n'a jamais On en a eu un affronté grand en France, oui, dont le nom était francisé. un très grand, dont le nom était francisé, un très grand réalisateur qui était Henri Verneuil, dont le nom était effectivement francisé, que justement j'ai rencontré vers la même époque avec ma mère. D'ailleurs, je me demande s'il ne s'agissait pas d'une interview sur le sujet. Et donc Henri Verneuil, qui a fait des grands films français absolument impeccables quand il était dans le registre du policier, du thriller, du roman d'espionnage, etc. Moi, je considère qu'il s'est un peu cassé la figure dès qu'il a voulu aborder le sujet du génocide arménien. Je veux dire, il est devenu, avec ce film Maïrik, qui est donc l'histoire de sa mère, qui est sa propre histoire, en fait, son autobiographie, son arrivée à Marseille, etc. Mais enfin, ces films-là d'Henri Verneuil sont, à mon avis, remplissent bien, si vous voulez, les cases de films sur le génocide arménien, mais sont complètement ratés d'un point de vue cinématographique, et en tout cas ne montrent pas Henri Verneuil dans la pleine... C'est pas ceux qui ont marqué sa carrière. Pas du tout. Donc il l'a fait par devoir et sans peut-être avoir réfléchi à la question de comment on représente un génocide. Alors, il y a madame ou monsieur mentionne Le Mât des Alouettes, effectivement, je ne m'en souviens pas. De façon plus récente, il y a un autre film qui s'appelle The Cut, qui est à peu près dans le même registre, où vous avez effectivement des scènes insoutenables, des scores historiques, etc. Mais moi, je considère que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est fondé sur des récits de victimes du génocide qui, fondamentalement, justement, ont fait très peu de récits, en tout cas quand ils ont survécu. Le fait que les survivants justement, ne parle pas. Il y a eu quelques ouvrages quand même. Il y a eu des ouvrages après, mais ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Et donc, je pense qu'avant de se lancer dans une grande fresque sur le génocide, il faut que les cinéastes réellement réfléchissent à ce que c'est que
représenter l'irréprésentable. Et donc là, je renvoie à des réalisateurs d'origine juive, très souvent, Claude Lanzmann, ou même Chantal Akerman, surtout Chantal Akerman, qui s'intéresse à cette question de l'impossibilité de raconter et comment on raconte, dit-elle, ce rien. Raconter Voilà. l'indicible. Et raconter l'indicible et raconter le rien, alors que justement ces films, comme le dit madame ou monsieur, sont dans l'hyperbole et au contraire, l'exagération. Vous voyez, l'insoutenable. Mais en réalité, même en montrant l'insoutenable et même en montrant des éventrations et des têtes coupées, vous n'y êtes toujours pas dans le sujet. Alors j'ai introduit l'émission en souhaitant nos meilleurs voeux à tous ceux qui nous écoutent. Et nous sentons une espèce de perplexité chez vous par rapport à la situation actuelle de l'Arménie. Mais si vous aviez des vœux à formuler pour l'Arménie et ses habitants, qu'est-ce que vous leur souhaiteriez ? Je souhaiterais déjà que les réfugiés du Haut-Karabakh qui sont arrivés en 120 000 dans ce petit pays, qui est quand même un pays pauvre, qui a peu de moyens, il faut quand même le reconnaître aussi, puissent faire leur place. J'en ai connu quelques-uns à l'issue de cet exil de 2020. J'ai noué quelques amitiés. De jeunes mères de famille, 7 ou 8 enfants, une vie entière à recommencer dans cette Arménie qui est quasiment pour eux un pays presque étranger. Ça, on n'a peut-être pas dit suffisamment cela. Donc le vœu que ces étrangers puissent, que ces Arméniens du Haut-Karabakh exilés désormais en Arménie trouvent le moyen d'instaurer une nouvelle vie. Et puis le vœu enfin que l'Arménie territoriale telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est désormais une Arménie revenue à ses frontières qu'elle avait à l'époque soviétique, puisse survivre en tant que territoire, puisse, quelle que soit l'identité de son dirigeant, que ce dirigeant soit soit extraordinairement rusé ou au contraire extraordinairement incompréhensible, ou quels que soient les dirigeants qui vont succéder aux dirigeants actuels, parce que ça aussi, ça arrivera un jour, puisse faire flotter et survivre le pays, en tout cas, et le territoire dans ses frontières actuelles. Je crois qu'on ne peut pas formuler d'autres vœux que celui-ci, c'est-à-dire, en tout cas cette année, la conservation de l'existant en faisant le pari de la survie. Et si l'on veut aller en Géorgie pour découvrir, en Arménie pour découvrir ce pays. On peut aller en Géorgie. Voilà, aussi, on peut aller en Géorgie. Il nous reste 1 minute, mais en 30 secondes, où faut-il aller en Arménie ? Où faut-il aller en Arménie ? Oui. L'Arménie est une extraordinaire terre d'excursion et de voyage. Donc, où faut-il en Arménie ? Il faut aller à Yerevan, il faut aller à Etchmiadzin, qui est le siège de l'Église apostolique arménienne. Il faut visiter Saint-Thaddée et prendre le téléphérique construit justement grâce au financement de Rupen Vartanian aujourd'hui dans les geôles de Bakou, et qui vous amène dans un merveilleux monastère qui est le monastère de Tatev. Je crois que j'ai dit Thaddée, mais je me suis trompée. Et puis il faut aller aussi découvrir sur les routes des monastères un peu moins connus, Volodnavank, ou alors dans le nord de l'Arménie, vers Sanaïn. L'Arménie est une région touristique et d'un tourisme qui est fort appréciable, qui n'est pas encore sur les voies du tourisme global. C'est un petit sentier qui mérite d'être visité. Eh bien, c'est sur ces notes qui nous invitent à visiter ce magnifique pays, malgré toutes les difficultés qu'il rencontre, que nous achevons cette émission. Et donc, Axel et moi, chère Taline, nous vous remercions encore d'avoir bien voulu consacrer 1h30 pour évoquer une question qui vous est chère. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.